6. Toutes les aphasies reposent sur une interruption de conduction. Notre représentation de la structure de l'appareil central du langage est celle du nerf cortical continu qui occupe l'espace situé entre les terminaisons des nerfs optiques, acoustiques, moteurs, crâniens, périphériques dans l'hémisphère gauche, et participe donc probablement de l'étendue que Wernicke voulait lui attribuer dans son premier travail, la région de la première circonvolution autour de la scissure de Sylvius. Nous avons refusé de localiser les éléments psychiques du processus du langage dans des aires déterminées de cette région. Nous avons rejeté la supposition d'aires à l'intérieur de cette région qui vont exclure de l'activité ordinaire du langage et réserver à des acquisitions de nouvelles connaissances langagières. Nous avons expliqué le fait que la pathologie nous fait connaître des centres du langage, certes aux frontières indéterminées, mais qu'elle révèle par les situations anatomiques des aires corticales qui limitent ces centres et par celles des faisceaux de liaison rayonnant à partir de l'hémisphère droit. Ainsi, les centres du langage sont-ils devenus pour nous des régions corticales qui, bien sûr, peuvent prétendre à une signification particulière dans le domaine de l'anatomopathologie, mais non pas dans celui de la physiologie. Nous avons acquis le droit de rejeter la distinction entre les dites aphasies de centre ou l'aphasie corticale et les aphasies de conduction, et celui d'affirmer que toutes les aphasies sont fondées sur une rupture d'association, c'est-à-dire de conduction. Une aphasie par destruction ou lésion d'un centre n'est pour nous ni plus ni moins qu'une aphasie causée par une lésion de ces voies d'association qui se rencontrent au point modal appelé centre. Nous avons également affirmé qu'il faut ramener toute aphasie à un trouble du cortex lui-même, directement ou par action à distance, ce qui implique que la région du langage ne possède pas de voie particulière afférente ou efférente, atteignant la périphérie du corps. La preuve de cette affirmation réside dans le fait que des lésions sous-corticales, qui peuvent aller jusqu'à la périphérie, ne peuvent provoquer aucun trouble du langage si nous excluons par définition l'anarthrite des autres troubles. Jamais on n'a observé un homme atteint d'une surdité verbale sans être sourd par ailleurs à la suite d'une lésion du tronc auditif, du bulbe, des tubercules quadrijumeaux postérieurs ou de la capsule interne, sinon qu'une lésion partielle du tronc optique, du diencéphale, etc., eût occasionné chez lui de la cécité verbale. Il est vrai que Lichtheim distingue une surdité verbale sous-corticale, une aphasie motrice sous-corticale, et que Wernicke admet des alexies et des agraphies sous-corticales. Ces formes de troubles du langage, il ne les ramène pas à des lésions de faisceaux associatifs sous-corticaux qui, d'après notre conception, n'ont pas à être différenciés des faisceaux associatifs courant à travers le cortex lui-même, mais au contraire, à des lésions dans des voies plus radiales, c'est-à-dire afférentes et efférentes. La tâche s'impose dès lors à nous d'analyser plus précisément ces troubles de langage sous-corticaux